Bonjour, je m'appelle Céline, je suis la cofondatrice de Résilience, une communauté de patientes et patients, de familles, d'amis, d'aidants, bref, de tous ceux qui, un jour, ont croisé le cancer sur leur chemin. La résilience, c'est l'aptitude à se construire et à vivre en dépit de circonstances traumatiques. Alors ici, nous allons tenter de donner vie à ce concept en tendant le micro à celles et ceux qui en parlent le mieux. Pas de conseils médicaux, pas de mode d'emploi, pas d'injonction, mais plutôt une pause, une rencontre, un témoignage, une voix. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Mercedes. Mieux vaut prévenir que guérir, un précepte que Mercedes Serra applique à la lettre. La grand-mère de Mercedes est décédée d'un cancer du sein. Alors en prévention, elle a pris l'habitude de faire des mammographies chaque année. Et une année, malheureusement, son oncologue détecte une tumeur. Certes, elle est encore petite, mais très agressive. Dans la semaine qui suit, Mercedes est entourée d'une équipe soignante et se fait opérer. Le lundi suivant, retour au travail. Elle devait faire une chimiothérapie, mais après avoir posé 4 fois la question à ses médecins, ils optent finalement pour un traitement différent. Ses recommandations pour nous, poser des questions, demander des conseils et s'entourer. Figure de proue de la publicité et du féminisme, à la tête de la célèbre agence de publicité BETC, Mercedes prend le temps pour nous aujourd'hui, avec la franchise et la sincérité déconcertante qui la caractérise, de nous raconter son cancer du sein. J'ai vécu des événements très difficiles, mon cancer du sein n'en fait pas partie, dit-elle. Loin de minimiser le cancer, les inquiétudes qui peuvent émerger et la multitude d'impacts que celui-ci peut avoir sur une vie, Mercedes lance un message positif. Oui, il peut arriver que cette épreuve se traverse sans encombre. Mercedes Serra est pour moi un véritable rôle modèle et je suis très heureuse de vous partager son témoignage. Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis Mercedes Serra. Je suis d'une agence qui s'appelle BETC, la plus belle agence de France, presque du monde. Et voilà, je fais ce métier depuis plein de temps. Je ne sais même plus combien de temps, mais très longtemps. Et je continue à aimer beaucoup ça. J'étais dans un moment particulier parce que j'ai un petit garçon qui a des difficultés, qui les a toujours d'ailleurs, mais c'était très très fort et très violent parce que c'était difficile, très difficile pour lui, puis très difficile de comprendre ce qu'on pouvait faire. Et je suis allée comme toujours, en fait je faisais des mammos, je fais des mammos une fois par an depuis je sais pas quand. Ma grand-mère maternelle est morte d'un cancer du poumon. À l'époque, le cancer du sein, et puis ça c'est récidive, cancer du poumon. J'adorais ma grand-mère. Et de toute façon, le cancer du sein, à l'époque, c'était une horreur, quoi. Je sais pas, il lui avait coupé la moitié on pouvait même pas la voir. Elle avait une ablation, elle cachait tout, etc. Donc moi, je suis assez simple comme fille. Je me suis dit, voilà quelque chose sur lequel on peut intervenir, il suffit d'aller faire des mammos. Et donc, je n'écoutais pas les médecins qui disaient tous les 2 ans, j'allais tous les ans. Je n'ai pas peur des rayons, des trucs et tout, j'ai peur de rien, mais du cancer, oui. Enfin, des maladies qui se développent, et si on peut faire quelque chose, voilà. Et je trouve que d'ailleurs, il y a un manque, il y a une naïveté de l'information autour de ça, parce que les gens, les femmes y vont peu, pas assez, alors qu'il y a une vraie différence quand on prend un cancer trop tôt ou quand on le prend plus tard. Donc en fait, je suis allée faire ma mammo. À la radio, il n'y avait rien à la radio. Et au moment de l'écho, il faut dire aussi que je vais voir des gens formidables, parce que je pense que chacun, les métiers, il y a vraiment des gens très bons et des gens moins bons. Donc moi, j'ai une femme qui me suivait qui est formidable. Et à l'écho, elle a vu quelque chose qu'on n'avait pas vu à la mammo parce que c'était au creux du sein. Donc, on ne le voyait pas à la mammo et on l'a vu à l'écho. Elle a vu, c'était petit, mais elle était très, très étonnée. Elle est retournée à la mammo de l'année précédente, il n'y avait rien. Et elle m'a dit, c'est bizarre ce truc qui est venu comme ça.
Qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis: «Qu'est-ce que je dois faire?» Elle m'a dit: «Il faut faire une biopsie pour percevoir s'il est cancéreux ou pas». Je lui ai dit: «On peut le faire demain». Elle était très chargée. Elle m'a dit: et puis j'ai un peu insisté parce que moi j'aime bien être rapide et du coup elle était adorable. Elle m'a dit: «OK, on fait demain». Et 2 jours après, elle avait les résultats, elle les a envoyés chez le médecin et le docteur m'a appelé, il m'a dit de passer. Je me suis dit: «Ah bah, c'est sympa, j'ai donc un cancer». J'étais absolument sûre puisque sinon il m'aurait dit au téléphone, quoi. Et du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire parce que je me suis dit: «Ouh là là, après ça va s'embrouiller». Et puis je suis allée le voir, il m'a dit: «Ah, c'est un cancer». En fait, c'était un cancer, assez virulent, petit mais très virulent. Il était 3. Je me souviens qu'il avait un indice de 3 et qu'il était assez virulent. Et donc j'ai dit au docteur, que je suis allée voir, qui est le docteur qui m'a accouchée, qui est hyper sympa. Moi, je vais voir que des gens sympas. Comment on fait? Donc il faut opérer. J'ai dit: «On peut appeler le médecin ce soir?» Il était 8h30. Il m'a dit: «Pas trop». «Oh quand même, on pourrait l'appeler ce soir». On a appelé le médecin. Le médecin, j'ai quand même vérifié avec une de mes amies qui ont pensé tous qu'il était top. Et donc j'ai appelé le médecin que j'ai vu très vite, le lendemain matin, pour prendre un café parce qu'il avait plus de place. J'ai dit: «Pour un café et tout». Et puis après, on a été très vite. Il m'a dit qu'il fallait opérer. Donc 15 jours après ou 3 semaines après, parce qu'il fallait faire des examens, des trucs. J'ai oublié les examens. Je ne sais plus très bien ce qu'on a fait, mais pas grand-chose. En fait, c'est surtout l'anesthésie et tout ça. Et donc là, j'ai été opérée. J'ai fait très attention. Je voulais être la première opérée du matin parce que je me suis dit, il va être plus frais. Voilà. J'avais un anesthésiste absolument génial. Donc, je suis rentrée en clinique le jeudi soir. Le vendredi matin, j'étais la première opérée. Je suis allée, c'était bien parce que l'anesthésiste chantait des airs d'opéra. Donc, je me suis endormie et je me suis réveillée dans ma chambre. Et là, j'étais nerveuse parce qu'il y avait mon compagnon. Je disais: «Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, le docteur?» Parce que je ne savais pas si on m'avait enlevé, je comprenais rien, simplement un ganglion, le ganglion échantillon, quoi, ou si on avait enlevé l'ensemble des ganglions. Et Jean-Paul avait rien compris. Les garçons, ils sont quand même un peu bêtassous. Et donc, il ne pouvait pas me répondre. Donc, j'ai appelé le médecin que j'ai dérangé et puis qui est quand même monté. Et il m'a dit non, ça n'avait pas circulé. Donc, quand ça ne circule pas et que c'est simplement le petit ganglion, donc j'ai un petit trou. Donc, si quelqu'un me regarde, il pourrait savoir que j'ai été opérée, sinon il ne peut pas savoir. Et puis là, ils m'ont dit, voilà, je suis partie le vendredi, qu'est-ce que j'allais faire dans cette clinique plus longtemps? Et le lundi, quand le docteur m'a appelé, j'étais au boulot, quoi. Et donc il m'a dit: «Où vous êtes?» Je lui ai dit: «Au bureau». Et il m'a dit: «Voilà, vous n'avez pas porté des trucs lourds?» Je lui ai dit: «Non, mais vous plaisantez, je fais pas n'importe quoi. Non, je porte rien. Je traîne des trucs, mais je porte plus rien». Et puis de toute façon, honnêtement, c'était pas très dangereux. J'ai pas souffert, c'était pas dangereux puisque j'avais pas le problème de la ligne de ganglion. Donc en ce cas-là, il faut faire un petit peu attention, mais ça va, quoi. Le problème était quand j'ai vu l'oncologue, et l'oncologue m'a dit, il m'a dit: «Votre cancer, il était quand même très virulent, chimio et radio». Et je ne sais pas quelle chance j'ai eu, j'ai posé 4 fois, donc c'était un mois après, un mois et demi après, en gros, hein. Et là, coup de chance, pour ça je dis quand même, mon cancer, il était top, hein. Coup de chance, je pose la question stupidement 4 fois de suite: «Est-ce que vous êtes sûr de la chimio?» Mais qu'est-ce que j'en savais, moi? Je lisais pas de bouquins. «Est-ce que vous êtes sûr de la chimio?» Et un des 2 médecins, j'avais celui qui m'avait opéré et l'oncologue qui s'occupait de moi, m'a dit qu'il y avait une méthode, il y avait une méthode pour voir si j'avais besoin vraiment de la chimio. Et que ça consistait à prendre mon cancer, à le bombarder de chimio et à le laisser agir avec mon ADN naturel. En gros, je vous fais un truc qui ne doit pas être très médical, mais enfin, ça veut dire ça. Moi, j'avais compris qu'il y avait des combats, quoi, entre...
Voilà. Et donc, mon oncologue m'a dit, non, mais Mercedes, faut pas rêver, hein. Vous allez avoir une chimio comme tout le monde. Bon, je dis, s'il faut une chimio, on fera la chimio. Et coup de peau, 1 mois et demi après, il m'appelait, il me disait, quand même, vous avez de la chance parce que vous n'avez pas besoin de chimio. D'ailleurs, je me suis dit, dis donc, il faudrait qu'ils en parlent à tout le monde quand même. On fait le test. Après, ils m'ont dit qu'il y avait très peu de gens. Et maintenant, j'apprends qu'il y a pas mal de gens qui n'en ont pas besoin. Donc, faut quand même les faire. Je trouve qu'en tout cas, c'est les gens qui doivent en juger et pas les médecins. Suite à ça, je devais quand même faire de la radiothérapie. Là, en fait, en discutant, comme quoi c'est bien de discuter, j'avais une amie qui avait eu un cancer de l'utérus. Et lui, elle avait eu très, très mal avec la radiothérapie. Et mon autre amie qui avait un cancer, elle avait eu mal quand même avec la radiothérapie. Donc, moi, je ne savais pas. Et celle qui avait eu les problèmes d'utérus m'avait dit je ne pouvais plus supporter la radiothérapie. Donc, ils m'ont mis un coupeur de feu. Tilt. Je me suis dit, mais donc, il existe des gens étranges qui empêchent quelque chose. Donc, je ne suis pas du tout, j'ai aucune foi, je ne suis pas du tout superstitieuse, mais je me dis, s'ils sont appelés par les hôpitaux à des moments donnés, c'est qu'il y a un truc. Donc, j'ai appelé ma copine Perla Servan-Schreiber, qui faisait psychologie. Je me suis dit, elle doit avoir des adresses de ce truc bizarre. J'ai dit, je voudrais un coupeur de feu de talent. Et donc, on m'a donné une adresse, René. René habitait près de Thonon. Et j'ai commencé mes séances de radiothérapie. Alors, il y avait une différence entre moi et les gens qui la faisaient. Alors, peut-être que les gens avaient déjà suivi une chimio, étaient épuisés et tout. Moi, je n'étais pas du tout épuisée. J'étais toujours dans le même état. Hein. Donc, là-dessus, j'ai première séance, etc. J'avais quand même mon coupeur de feu. Donc, je l'appelais tout de suite. Il ne voulait même pas me voir. Il restait à Thonon et moi à Paris. Donc, on s'appelait après chaque séance. Ça va, Mercedes? Oui, ça allait. Et je lui dis, alors, 5 minutes de silence. Donc, on se taisait. Je faisais rien. Je me disais, il ne se passe rien. Et puis, au bout de 5 minutes, c'est fait. Au revoir, Mercedes. Au revoir, René. Il avait été très mignon parce que vous savez que ces gens-là ne demandent rarement, quand ils sont très bons, ils ne demandent pas d'argent. Donc, vous leur envoyez après de l'argent ou ce que vous voulez, mais là, vous leur envoyez ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas un sou, vous leur envoyez rien. Et donc, c'est hyper, ils ont vraiment un don, etc. Enfin, moi, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, j'ai fait mes séances. Alors, il y avait une différence avec les gens c'est que les gens, ils faisaient les séances à la fin d'un arrêt. Ils étaient arrêtés médicalement. Et donc, je ne sais pas, ils devaient y penser toute la journée. Moi, j'y pensais absolument pas. Moi, j'arrivais avec mon taxi, je filais à la séance. Je me disais, pourvu qu'ils me prennent vite, ça ne me faisait rien. Je sortais de là. Voilà, mais quand j'avais eu l'occasion de discuter avec les autres malades, je me disais que le mental était quand même un élément d'importance. Et moi, comme j'avais pas le temps, je pensais jamais à mes seins, quoi. Et puis j'avais pas mal. Si vous avez pas mal, il faut pas se faire mal dans la tête, quoi. J'avais pas eu la chimio, j'avais pas mal, voilà. Donc j'ai fait mes 30 séances. Les taxis riaient, les taxis, parce que je rentrais et sortais. Mais vous avez été où? Ah, j'ai fait ma radiothérapie et tout. Ils se disaient, elle est complètement folle. Je crois que c'est comme quand on est enceinte, les gens décrètent ce que vous devez avoir comme mal. Mais moi, je promets que je ne suis pas dure au mal. Si j'ai mal, je hurle. Mais là, je vais pas mal. Donc voilà, donc les 30 séances se sont passées. Le médecin, l'oncologue m'a dit, moi, je ne comprends pas, vous avez des plus beaux seins que quand vous êtes arrivé. Je dis, c'est le coupeur de feu. Et voilà. Et après, voilà, c'est fini. Donc, j'ai beaucoup de choses qui m'ont donné de la peine dans ma vie, mais pas mon cancer. Et après, la radiologue, celle qui avait trouvé le cancer, m'a dit qu'elle pensait qu'il était monté très fort parce qu'il y avait eu du stress lié à l'enfant. Et que ça avait fait monter le cancer très fort. Voilà. Depuis, évidemment, chaque fois que je vais, j'ai eu un traitement. Il m'a rien fait. En tout cas, j'ai pas eu de... voilà. J'ai fait tout ce qu'ils me disaient, parce que alors là, ils m'ont dit on a surveillé les os, on est allé surveiller les os, on a regardé tout. Voilà, j'ai fait attention comme ça. Et puis, chaque année, j'ai peur.
Chaque fois que je vais faire ma mammo, mais j'avais déjà peur avant, mais maintenant, je sais j'ai un moment où je suis pas bien quand je fais la mammo. Quand elle arrive pour l'écho, déjà quand elle me dit qu'elle voit rien à la radio, c'est pas mal. Et quand elle me dit qu'il y a rien, waouh! Voilà, vous n'avez pas envie quoi d'une récidive, je sais pas trop quoi. Donc là, ça fait plus de 5 ans, donc c'est pas trop mal. Voilà, il y a moins de chances de récidive, mais on ne sait jamais. Puis moi, aux entours, vraiment très proche de moi, récemment, il y a une jeune femme, quelques années après, qui a eu un cancer du sein. Il était plus compliqué. Récidive 1 an après. Des métastases au niveau du cerveau, elle est partie en 2 mois. Donc voilà, moi j'appelle ça un cancer chanceux, quoi. Mais je pense aussi que dans ce cancer chanceux, je faisais l'effort de le prévoir, c'est-à-dire d'aller souvent faire ma mammo, etc. 2, j'ai pu avoir des médecins de grande qualité. Et mon médecin, il m'a dit un truc incroyable. Il m'a dit, vous savez, on ne perd mieux les gens sympathiques. Je me suis dit, je vais être toujours sympathique avec les médecins. Hein. Mais je pense qu'il faut que vous fassiez confiance et vous embarquiez les gens parce que c'est des humains comme les autres. 3, donc je pense que j'ai un suivi médical tout à fait de qualité et je pense que il faut se défendre là parce qu'il y a quand même des différences et tout et il faut mettre tous ses sous là-dedans parce que qu'est-ce qu'on s'en fout du reste quoi. Donc je pense que j'ai fait ça et 3, je pense que mentalement j'étais gagnante. Donc ça m'a moins fatiguée et puis j'étais suroccupée. Donc j'ai eu un bon cancer et après moi je suis beaucoup pour faire tout ce qu'il y a à faire en ce qui concerne sa santé quoi, on fait pas n'importe quoi donc c'est ma culture voilà. Donc ce que j'appelle et puis après j'ai trouvé un bon coupeur de feu, tout voilà, j'ai tout mis. Je posais des questions et puis chaque fois que j'ai entendu que quelqu'un avait fait quelque chose, je me suis dit je vais le faire. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Au pire, ça marche pas. Donc, et puis moi, ça a l'air d'avoir marché, donc je trouve ça rigolo. De toute façon, je pense qu'il y a des choses inexpliquées dans le monde, et voilà. Donc, en tout cas, oui, je pense que échanger, moi, quand aujourd'hui quelqu'un me parle d'un cancer, etc., je dis toujours à la personne, il faut que vous parliez. Vous allez parler à moi, une de mes amies elle a eu un cancer un peu plus compliqué parce qu'on a enlevé la ligne des ganglions, du sein aussi. Bon, il faut vous appeler, vous demander qu'est-ce qui se passe, comment on évite certaines choses, qu'est-ce qu'on peut prendre. Je trouve que parfois les médecins en disent pas assez. Vous voyez, ça m'a choqué quand même cette discussion sur est-ce qu'il me faut de la chimio ou pas. Mais enfin, s'il existe un truc, on le fait à tout le monde et puis point, ou on le propose à tout le monde. Parce qu'on balance pas une chimio si on peut l'éviter. Si j'avais pas eu le génie, mais ça c'est un génie de je sais pas, intuitif de la question, vous êtes sûr? Parce que là je suis en pleine forme, donc là vous allez m'abattre. Vous êtes sûr? Ça c'est des choses, je trouve qu'il faut partager, qu'il faut que ceux qui sont malades ou ont été malades peuvent raconter facilement, que parfois les médecins disent, parfois ils ne disent pas. Donc je pense qu'il y a plein de... L'échange, c'est quelque chose de fondamental. L'échange, c'est fondamental. Le fait aussi d'avoir des données, les cancers se soignent, donc on se calme. On se calme. On regarde quel degré. Alors tout le monde passe pas à travers. Et puis 3, la prévention... parce que je me souviens que mon oncologue m'a dit, il était désespéré, c'est un oncologue très sérieux, il était désespéré, il me dit, mais j'ai des filles qui arrivent avec des grosses boules, mais c'est mal barré. Pourquoi elles ont laissé pousser une grosse boule, quoi? Parce qu'on ne regarde pas. J'avais pas eu mal, donc j'ai travaillé autant. Personne ne me croyait ici quand je disais que j'avais un cancer. Le jour de l'opération, ça a duré la journée, quoi. Hein. Et c'est pas une question de j'ai mal et puis je suis dur au mal, non, pas du tout.
Je suis pas dur au mal, je hurle quand j'ai mal. Donc, je suis pas dur au mal. Mais en revanche, à quoi ça sert, quoi? Il y a un moment, vous faites tout ce que vous avez à faire, et puis après, j'étais en forme dans la journée comme d'habitude. Donc, il doutait un peu de mon cancer, comme si j'avais inventé un cancer. Et après, je le racontais, moi, parce que je raconte tout. Je vois pas pourquoi on a caché comme si c'était une honte. C'est comme ça qu'on apprend des choses. C'est qu'à force de cacher, personne ne vous dit rien. Mais non, je parlais. Moi, je me débarrasse vite des problèmes. Je parle et ça sort. Et puis voilà. Et puis, ça permet... Et donc, c'est ça que je recommande aux gens, c'est de parler. C'est de toute façon la prévention. Là, il faut être sérieux, il faut nous écouter, il faut aller... La prévention, ça sert. Déjà, moi, je suis un peu étonnée qu'il n'y ait pas... On s'occupe du cancer du sein. Et les autres cancers... Moi, j'invente des trucs. Je leur dis, il va falloir me faire une échographie pelvienne. Ils me regardent tous. Elles trouvent des trucs, qu'on brûle, les trucs et tout. Mais si j'ai un petit bouton, je cours sur le dermato pour qu'il me le brûle ou je sais pas trop quoi, qu'il vérifie. Mais je trouve qu'on n'énonce pas les autres. Le cancer du sein, on commence maintenant à protester, à dire, attendez, les filles, allez vérifier quand même. Et puis, dites-vous que les médecins, c'est comme tout le monde, il y en a des bons et des moins bons. Donc, il faut choisir les trucs et c'est votre priorité. Après, il n'y a plus de vie. Donc, c'est la priorité. Donc, je pense que, oui, échanger avec les gens, leur dire, c'est hyper important, quoi. Je pense. Cancer, on ne le dit pas parce qu'il risque de vous enterrer tout de suite. Cancer du sein, ça se soigne aujourd'hui. Je pense que c'est comme la maternité. On en fait parfois une maladie. Alors parfois, on est malade. Mais normalement, pas. Donc on raconte jamais l'histoire de l'autre côté, c'est-à-dire j'ai eu un cancer prime sautier, quoi. C'était cool. Je considère que la prévention, c'est encore plus important. Voilà, je considère que j'ai eu de la chance, en gros, parce que j'allais vérifier, quoi. Donc, c'est une chance qu'on construit. Vous voyez, les gens... Il y a quand même des maladies avec un nombre... je sais pas, c'est comme le cœur qu'on vérifie jamais, quoi. Il y a des maladies qui sont les maladies courantes. Quels sont les protocoles pour les éviter le plus possible ou pour les juguler le plus possible. Voilà. Et après, je pense que oui, il faut parler, il faut échanger, il faut distribuer les conseils concrets, quoi. Je pense que personne ne m'aurait parlé du coupeur de feu si je n'avais pas évoqué si j'avais pas eu cette fille qui me racontait que... Alors elle le voyait, le sien. Mais que sinon, elle n'aurait pas supporté les séances de radiothérapie. Et puis, quand on a fini de faire ce qu'il faut faire autre chose, quoi. Mais après, oui, pas jouer avec les... On m'aurait dit chimio, je faisais chimio, point barre. Voilà. Je voulais juste être sûre que j'en avais besoin. Je prends pas soin de moi dans le sens se reposer, tout ça. Je m'ennuie à mourir. J'ai l'impression déjà de mourir quand je me dis ça. Mais en revanche, tout ce qui est médical, je pense que c'est clé pour moi. Et après, ça dépend des gens. Donc, je me suis simplement dit que quand vous étiez vraiment très malade, vous n'avez pas tant que ça de soutien autour, quoi. C'est pas si évident. Même dans les familles, même... ça vous coupe la maladie. Ça vous coupe. Voilà. Et surtout, même de votre famille, quoi. C'est pas leur sujet principal, même s'ils sont chaleureux et tout ce qu'on veut. Vous vous débrouillez avec votre maladie, quand même. J'ai pas senti un avant, un après incroyable, sinon que... voilà, il a eu lieu. Alors, j'espère que ça suffit, quoi. Hein. C'était bien. On va pas le refaire, hein, j'espère. Si on le refait, on essaiera de lutter fortement, quoi. Donc, voilà, sans plus, quoi.
les choses importantes, on les a dit, que les gens se surinquiètent pas avant même de savoir, qu'ils se protègent avant, qu'ils pensent que c'est possible quand même. Tout est possible. Et on ne sait pas trop d'où ça vient. Je ne peux pas dire que c'était... Est-ce que c'est le stress qui l'a activé et tout ça? On n'en sait rien. Je pense qu'elle avait raison parce qu'elle est forte et qu'elle se trompe rarement. Mais je pense qu'il y avait un terrain ou un truc. Et puis voilà, ça naît. Cellule cancéreuse. Mon papa vient d'apprendre qu'il a un cancer. Mais il est vieux. Il a 92 ans. Donc, ils lui ont dit, vous n'allez pas mourir de cancer. Hein. Parce que chez les personnes âgées, ça se développe plus lentement. Donc, c'est incroyable. La dame lui a dit, vous allez mourir d'autre chose, hein, mais pas du cancer. Donc, voilà. Donc, tous les jours, je l'appelle pour dire, alors, on a des nouvelles. Donc, et puis après, l'échange, parler, mettez les moyens, quoi. Les gens, parfois, se font dans des endroits où il n'y a pas assez de culture. Ça existe, les bons endroits. On paye, sauf quand on peut vraiment pas. Mais parfois, je vois des discussions de gens qui peuvent et qui préfèrent acheter une voiture. C'est la priorité, quoi. On se soigne et on va bien. Alors, la résilience, moi, j'ai pas été résiliente. Parce que la résilience, c'est un concept extrêmement fort quand vous avez une extrême souffrance ou quelque chose. Moi, je peux pas dire j'ai eu de la résilience. J'ai de la résilience dans la vie. Quand je pense que par nature, quand j'ai un problème ou un ennui, je le dépasse. Alors moi, je le dépasse, je travaille beaucoup, ça occupe ma vie. Je suis pas une fille du divertissement, je suis une fille du travail, donc j'ai toujours plein de choses à faire, c'est très important, etc. Donc ça me rend résiliente. L'autre jour, je disais à quelqu'un qui est venu m'interviewer, moi, quand je suis en forme, je travaille, et quand j'ai de la peine, je travaille. Parce que je ne vais pas rester à rien faire en ayant de la peine, c'est trop moche, quoi. Donc j'ai une résilience naturelle, mais est-ce que le cancer, il m'a pas assez abîmé, ce cancer, pour que je sois résiliente. J'ai trouvé des gens formidables qui se sont occupés de moi, qui sont adorables, qui continuent à s'occuper de moi. Donc j'ai des nouveaux liens, j'ai des nouveaux copains. J'ai un oncologue qui veut toujours me voir, ça sert strictement à rien, parce que quand j'ai fait ma mammo, je vois moi-même s'il y a un problème ou pas, mais je vais le voir quand même. Voilà, donc... c'est important pour ces statistiques qu'il m'a dit. Donc j'y vais. Je pense que la résilience, j'entends et je vois des gens qui, franchement, ont des opérations, des choses d'une lourdeur, des douleurs d'une douleur. Moi, vous m'auriez vu, vous auriez vu que c'était pas lourd. Donc, quand on vous dit cancer, ne dites pas tout de suite ça dépend. Ça dépend. On n'est pas tous malades comme des dingues. Voilà. Et puis, si on vous fait faire des choses, on m'aurait fait faire une chimio, j'aurais cherché tous les systèmes pour qu'elle soit la moins dégueulasse possible, quoi. Mercedes nous a partagé l'histoire de son bon cancer, comme elle a l'habitude d'en parler. Du moment où sa maladie a été détectée, tout s'est déroulé pour le mieux. Il faut dire que Mercedes avait tout mis en œuvre. Une extrême vigilance en prévention et la mise en place de tous les conseils donnés par son équipe soignante lui ont permis de reprendre pied rapidement. Comme cela a été le cas pour Mercedes, il arrive que la chimiothérapie ne soit pas proposée de façon systématique à toutes les patientes et patients atteints d'un cancer du sein localisé. Son utilité est appréciée au cas par cas en fonction du stade du cancer au moment du diagnostic, des facteurs de risque de récidive liés à la patiente ou au patient et aux caractéristiques de la maladie. Et parfois, si cela est jugé nécessaire, des résultats d'un test génétique. Après avoir déterminé ces facteurs de risque, il est possible d'adapter la prise en charge de chaque patiente et patient. Il arrive ainsi que la chimiothérapie ne soit pas proposée pour certains patients ou patientes, tels que Mercedes, qui n'en retireraient pas de bénéfices et en subiraient les effets indésirables. Encore merci à Mercedes de nous avoir partagé un peu de son temps et de sa lumière. Enfin,
Si vous aussi vous avez croisé le cancer sur votre chemin, Résilience a lancé une application pour aider chacune et chacun d'entre vous à mieux vivre le cancer au quotidien et vous accompagner sur le chemin de la résilience. Rejoignez le mouvement. C'était le 8e épisode de Résilience. Merci à Mercedes pour ce précieux témoignage et à vous tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.